Aujourd'hui, comment lutter efficacement contre le burn-out? Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous interpeller sur le forum et par mail sur le sujet du burn-out et à nous demander ce qu'il faut faire pour éviter ou soigner votre propre burn-out ou celui de l'un de vos collaborateurs. J'ai donc invité une spécialiste que j'apprécie beaucoup parce qu'elle connaît très bien son sujet, mais aussi parce qu'elle intervient concrètement en entreprise pour régler ce sujet-là, le burn-out. J'ai nommé Isabelle Payot. J'en profite aussi pour te proposer un résumé des solutions que tu dois mettre en place pour éviter ton propre burn-out et celui de tes collaborateurs. Tu peux y accéder simplement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Tu vas recevoir une petite série de mails qui t'expliquent ce que tu dois mettre en place. Ça s'appelle Stopper le burn-out. Mais pour le moment, place à notre conversation avec Isabelle Payot. Bonjour Isabelle. Bonjour Cédric. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci de ton invitation. Bah écoute, c'était vraiment, je pense, quelque chose presque de nécessaire. Parce que chez Outils du Manager, on est convaincu que en tant que manager, vous allez être confronté et probablement ça risque de toucher vos éléments les plus investis et les plus engagés. Vous allez être confronté au burn-out un jour ou l'autre ou à un début de burn-out. Et on va voir que ça s'est accéléré récemment. Moi, j'ai une théorie là-dessus que je me permettrai de partager. Et en fait, ça m'intéressait vraiment de te faire intervenir parce que ton intervention dans le cercle, dans le ciel, dans le cercle indépendant des entrepreneurs libérés, que j'ai créé avait vraiment été appréciée. Donc, on trouvait avec Adélix, ce serait intéressant que tu puisses aussi partager ça sur le podcast. D'autant qu'on a de plus en plus de questions sur le forum. Donc, ça confirme l'impression qu'on avait autour du sujet du burn-out. Donc, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement, juste pour être sûr que tu vas pas nous dire des bêtises. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Tu connais bien ton sujet, donc. Oui, je vais pas dire, je suis chanteuse lyrique. Alors, je suis pas chanteuse lyrique du tout. Je suis psychologue clinicienne du travail. Ouf, ça tombe bien, c'est pile. Ça me rassure. Et je dirige la Fabrique à Bonheur, qui est un centre de formation autour des questions de la qualité de vie au travail et du bien-être au travail. Donc effectivement, moi, mon champ d'expertise, c'est la question du plaisir et de la souffrance. Alors dit comme ça, souffrance, ça fait un peu peur, c'est un peu effrayant. Ouais. Moi, je préfère dire vraiment quels sont les enjeux du travail, qu'est-ce qui fait qu'on s'y construit formidablement bien, mais que ce travail, il peut aussi nous faire mal, nous faire souffrir par moments si on ne sait pas équilibrer correctement les choses. Donc voilà pour ma présentation. Super intéressant. On mettra le lien, si tu veux, de la Fabrique à Bonheur dans le descriptif. Merci. Alors, moi, la question qui me vient tout de suite, c'est pour bien poser les choses, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, mais néanmoins, je pense que c'est important. On viendra aux solutions ensuite, mais en fait, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est que le burn-out ? Oui, alors c'est vrai que je comprends, tout à l'heure tu disais, on a eu beaucoup de questions là-dessus et de plus en plus de questions parce qu'il y a comme une crainte massive de ça va me tomber dessus, je l'ai pas vu arriver, boum, j'ouvre ma porte et le burn-out me saute dessus. Donc il y a vraiment cette crainte-là, donc je le dis un peu de façon légère parce que le sujet, il vaut mieux le prévenir que le guérir. Donc le burn-out, c'est vraiment un effondrement physique et psychique d'un individu, c'est-à-dire qu'il ne peut plus, il n'a plus envie, même si il veut continuer, mais il ne peut plus continuer à travailler. Donc à l'intérieur, on utilise le terme de burn-out parce que burn-out, c'est vraiment l'idée de la maison qui a brûlé de l'intérieur. Donc à l'extérieur, la façade est impeccable, tout va très bien, et à l'intérieur, il n'y a plus rien, c'est cramé. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment puisé au bout de ses ressources et qui ne peut plus y aller, qui peut plus avancer. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec des individus, des patients. Moi, je me retrouve avec des patients qui peuvent plus se lever pour aller travailler, qui font comme une dépression, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la question existentielle, c'est fini, je veux plus vivre. Ils ont encore envie, mais ils ne peuvent plus. Il y a vraiment un épuisement des ressources. Ouais, c'est presque physique. Moi, j'ai eu 2 cas dans mes entreprises. On ne s'est pas allé jusqu'au bout. On a réussi à enrayer le truc, justement parce que
tu avais décrit les symptômes et que je me suis dit, mais ça y est, là, en fait, telle personne et telle personne, ils sont symptomatiques, en fait. Et effectivement, c'est surprenant parce que, alors, je sais pas s'il y a des prédispositions individuelles, s'il y a des gens qui sont plus touchés par le phénomène. Moi, ce que j'avais observé de mon côté, mais moi, j'ai que 2 cas proches. Après, j'ai vu d'autres cas où c'est sur le forum et de la part d'autres managers où c'était peut-être pas tout à fait la même chose, mais c'était 2 personnes qui étaient toutes les deux soit extrêmement investies et aussi qui avaient l'air extrêmement solides de l'extérieur. Exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire la façade, elle avait toujours été magnifique et en fait, une fois que la façade est un peu tombée, derrière c'était un petit peu dévasté, quoi. Il fallait vraiment faire quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des profils ou des prédispositions ou des... Il y a 2 choses. Il y a deux causes, on va dire. Il y a une cause qui peut être une cause purement organisationnelle, c'est-à-dire que on met pas les bonnes personnes aux bons endroits, ou la charge de travail est trop importante, il y a quelqu'un qui est absent, quelqu'un d'autre va le remplacer, et puis voilà, en termes d'organisation du travail, on a une charge qui s'alourdit, et sur des profils, c'est ça la deuxième chose, sur des profils qui sont très fortement investis et engagés. Et donc, c'est bien d'être engagé dans le travail, c'est même génial d'y aller, d'avoir envie de contribuer, etc. C'est super. Jusqu'au moment où il y a comme un déséquilibre de l'engagement dans le travail qui s'installe. Et donc, c'est ça qui est à surveiller. C'est-à-dire que les gens qui vont être très engagés et trop engagés à un moment donné, c'est ceux-là à qui il va falloir faire attention, même si on a l'impression que c'est des super éléments, ils ont toujours bien fait le job, ils sont canons, ça marche bien. Donc, comme tout va bien, c'est un peu la souffrance, elle va arriver à bas bruit. Parce qu'on se dit, ils se plaignent pas, tout va tout bien. Ok, tu me donnes ce dossier en plus, pas de problème, je vais y aller parce que ils veulent vraiment contribuer, aider. Et donc, ces gens-là qui se plaignent pas, faut faire presque plus attention à eux que ceux qui se plaignent beaucoup en disant, il y en a marre, il y a trop de travail, j'en peux plus, j'y arrive pas. Donc, ceux-là, au moins, le disent. Donc, s'ils le disent et que c'est verbalisé, il y a quelque chose qui sort. Donc, c'est presque plus sain, même s'ils nous cassent les pieds. Mais de l'autre côté, ceux qui disent rien, voilà, faut se méfier effectivement. Donc il y a un profil de personnes qui sont très engagées. Et ça peut venir de plusieurs raisons, qui sont personnelles, de dire dans une famille, la valeur travail c'est hyper important, il faut y aller, il faut réussir, il faut pas lâcher, j'ai quelque chose à me prouver donc j'y vais. Donc voilà, des profils comme ça. C'est toujours une question de dosage et de nuance. L'ambition, c'est bien. Trop d'ambition, attention. S'engager dans le travail, c'est bien. Trop d'engagement, attention. Donc, c'est vraiment des questions de dosage et de nuance. Et du coup, d'écouter, je pense qu'on va en reparler, vraiment les signaux faibles et tout ce qui se prépare à bas bruit. Parce que un burn-out, ça n'arrive jamais du jour au lendemain. Quand les gens disent ça m'est tombé dessus par hasard, moi je dis non, vous n'avez pas entendu, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça nous tombe pas dessus comme ça. Un moment je vais très bien, le lendemain je suis au fond de mon lit, je peux plus bouger. Ça ça n'arrive jamais comme ça. Et il y a un truc je trouve qui est important pour les managers qui nous écoutent, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est en général les gens les plus engagés qui posent pas de problème, qui sont toujours partants, etc. Parce que il y a une tentation qu'on a, on est tous pareils en tant que dirigeant ou manager. C'est d'accorder plus d'importance aux gens qui disent qu'ils vont mal, en se disant il faut qu'ils aillent mieux. On a comme ça un réflexe en général en disant je vais fixer ce qui marche pas. Sauf que ce qui marche bien en fait, en général, on n'a pas envie de se dire non ça marche pas si bien que ça finalement. Et je trouve qu'il y a une première difficulté que tu mets en avant, c'est celle-là. C'est pour un manager être capable de se dire non mais Jean-Pierre il est bien, mais quand même il fait beaucoup d'heures. C'est vrai qu'il se plaint jamais. Être sûr que derrière ça, il n'y a pas quelque chose, un feu qui est en train de couver. En fait, c'était ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Il faut toujours pouvoir poser cette question-là à nos collaborateurs qui est OK, comment tu te sens, etc. Très bien. De quoi aurais-tu besoin? Est-ce que tu as besoin que je te donne un peu de temps pour ça? Tu as besoin de réponses? Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider? Donc, de quoi aurais-tu besoin?
Mmh. Parce que, en plus, on a tendance à dire, oh non, mais moi ça va, c'est un peu compliqué, mais je m'en sors. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres qui sont dans une situation pire. Ouais. Donc, la comparaison, c'est toujours du poison. Parce que, bien sûr qu'il y en a qui sont dans des situations pires, mais de quoi j'ai vraiment besoin et jusqu'à où j'ai le droit d'aller, ou jusqu'à où je peux aller sans épuiser mes ressources. Mmh. Et finalement, on va avoir tendance à ne pas s'écouter et à se dire, ah ben non, je veux pas causer de problème, et puis mon manager, il est chouette, il est sympa, donc il y en a d'autres qui sont pénibles, donc voilà, je vais avancer tranquillement, je vais faire mon job tranquillement, mais ceux-là, faut les avoir à l'œil. C'est exactement comme, souvent je dis ça en comparaison, les bons élèves qui ont des bonnes notes, méfions-nous, méfions-nous, ça n'est pas un signe de bonne santé, la bonne note. La bonne performance n'est pas forcément un signe de bien-être au travail. Ouais. On peut performer à fond et ne pas se sentir bien, ne pas être accompli, ne pas être épanoui, être dans un effort, quelque chose de difficile, et puis ne pas s'écouter en se disant bon, ça ira mieux demain, puis demain ça va pas mieux, et on enchaîne ça sans pouvoir revenir en arrière et puis sans vouloir embêter les autres, tu vois. Souvent, ça craque justement au moment où on se rend compte que non, ça ira pas mieux demain parce qu'il y a un nouveau truc qui vient d'arriver, c'était le truc de trop. Et en fait, la projection qu'on s'était faite pour se rassurer, de se dire non, mais à un moment, je vais avoir fini tout le travail et ce sera bien à ce moment-là. En fait, on se rend compte que ce moment n'arrivera jamais. Non, ça n'arrive jamais. C'est l'illusion, tu sais, c'est ma to-do list. Il y en a qui disent j'ai fait ma to-do list et moi j'appelle ça la never-ending list parce qu'il y a toujours d'autres choses qui se rajoutent et donc ça ne se termine absolument jamais. Non, non. Dès qu'il y a un petit truc qui vient, un petit grain de sable dans l'engrenage, c'est là où ça pète parce que c'est trop tendu, quoi, comme système. Et je dis souvent une des clés, mais je veux pas qu'on aille trop vite aux solutions mais une des clés en tout cas pour moi, par exemple, ça a été un moment d'inverser ma vision. Au lieu de me dire, il y a une liste, ça c'est tout le travail qu'il y a dans l'entreprise et il faut que je fasse tout, dire non, j'ai un temps limité, c'est ce carré-là, et je ferai jamais rentrer tout ça, un truc illimité dans un truc limité. Et souvent je dis, aux gens qui arrivent pas à s'organiser, je leur dis, mais est-ce que vous êtes un jour rentré chez vous en disant, chérie, j'ai fait tout le travail qu'il y avait à faire dans l'entreprise. Ça n'arrive jamais. On ne fait jamais tout le travail qu'il y a dans l'entreprise. Il y a toujours du travail à faire quand on cherche bien. Et finalement, le truc, c'est de faire le travail qui est important et de ne surtout pas faire le reste. Enfin bref, je veux pas aller trop vite. T'as dit un truc qui était intéressant aussi. Juste, on peut avoir aussi, c'est ce que j'ai compris, une personne qui fonctionne bien, qui a peut-être cette tendance-là, mais qui fonctionne bien, et elle va commencer à dysfonctionner, aller vers le burn-out, tu disais, parce qu'il y a la charge de travail qui augmente. Oui. Et ça, il y a plusieurs possibilités pour que la charge de travail augmente. Parce que ça, tu vois, c'est la partie vraiment chef d'entreprise. On a plus de volume de travail à faire, tout simplement. Un départ, t'en as parlé. Oui. T'as quelqu'un qui quitte, puis en fait, la personne dit non, c'est pas la peine de recruter, je vais faire son travail, il sera mieux fait. Là, tu viens de charger un collaborateur qui marchait bien et le risque, c'est de l'envoyer dans le mur. Et troisième cas, c'est il y a personne qui s'en va, mais il y en a qui se mettent à travailler moins. Oui. Et du coup, il y en a qui se mettent à travailler plus pour compenser ceux qui travaillent moins. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est le truc le plus difficile à détecter pour un manager et un chef d'entreprise, parce qu'en général, il n'y a pas c'est-à-dire que la boîte, elle tourne toujours, elle tourne toujours bien, et il y a toujours, tu vois, la performance moyenne, comme avant, elle est toujours la même. Mais avant, l'écart, là on me voit sur la vidéo, je fais le geste pour ceux qui sont en audio, désolé, mais vous mettez au centre la performance moyenne. Et puis, tant que les gens sont investis, sont pas trop distants, il y a ceux qui performent moins et ceux qui performent plus, il n'y a pas trop de distance. Mais dès que pour une raison X ou Y, il y a des gens qui commencent à moins performer, à s'éloigner de la performance moyenne qui est demandée, mécaniquement, les plus investis et les plus engagés de vos collaborateurs, ils vont s'investir encore plus pour compenser. Absolument. Et là, vous le voyez pas, parce que la performance est toujours bonne. Parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, c'est un signal faible, et ça va se détecter par des petites remarques ou des petites choses. Et pour moi, actuellement, c'est ce qui provoque le plus de burn-out dans mon environnement, c'est ce désengagement de certaines personnes et ce surengagement d'autres personnes qui
tourne au sacrifice, qui tourne au burn-out. Et au final, la personne s'effondre et finalement, toute la performance, et là, moi, je parle en tant que chef d'entreprise, un peu égoïstement, ça détruit des gens, mais ça peut détruire aussi une équipe ou une entreprise. Donc, il faut être super vigilant à ce dernier critère dont tu as parlé, je pense. C'est-à-dire que on est dans ce qu'on appelle donc le burn-out, c'est ceux qui sont surinvestis, et on va avoir le brown-out, qui est un sous-investissement, un désengagement. C'est-à-dire que je me mets sur veille. Brown-out, c'est vraiment je me mets sur pause ou sur je sais pas comment on dit là, sur le minimum syndical, quoi. Le mode économie d'énergie. Ouais. Et je vais être là sans être là. Ouais. C'est pas mieux en termes de santé. Ceux qui sont dans le burn-out, ils ne se sentent pas mieux, parce qu'il y a toujours l'illusion. Certains disent ah ouais, mais il y en a qui foutent rien, ils sont contents. Non, on n'est pas content. On n'est pas content quand on se désinvestit. Il y a comme un découragement, quelque chose qui s'installe, qui est pas mieux en termes de santé. Ouais. Alors, par contre, ils vont se désengager, donc leur productivité va être plus faible plutôt. Ouais. Donc, et naturellement, comme dans tout groupe, s'il y en a un qui fait pas ou qui peut pas faire, il y en a un autre qui va compenser. Et ça, on le fait naturellement. C'est vrai dans la vie aussi, dans les familles, etc. S'il y en a un qui peut pas, l'autre va prendre le relais. Et là, ça se met en place, mais c'est invisible. Quand c'est visible, c'est-à-dire que on va avoir quelqu'un qui va moins bien ou qui a des difficultés personnelles et qui peut moins s'engager dans l'entreprise, les autres vont dire t'inquiète pas, on va prendre le relais, mais il faut que ce soit su, il faut que ce soit dit, et il faut que ce soit sur une courte durée. Quand la chose s'installe sans être visible, il se passe exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont compenser parce que ils ont envie que l'entreprise tourne, ils partagent la vision du manager, ils partagent la mission, ils ont envie que ça marche, et puis ils vont compenser sans le dire. Peut-être qu'on va commencer à voir quand même que de temps en temps il y aura une remarque ou autre, mais ils vont rien dire. Et comme tu dis, si en tant que manager tu n'écoutes pas ou tu n'observes pas suffisamment bien ce qui se passe, et notamment le désengagement et le surengagement, alors à un moment ça craque, et c'est pas seulement l'individu qui craque et qui s'arrête, c'est toute la structure qui pète, parce que le déséquilibre il est systémique, ça c'est vraiment sur l'ensemble effectivement de la structure que tout part en cacahuète. Et là, pour redresser ça, c'est bien plus compliqué, quoi. Ça veut dire que le manager, quand il observe ce phénomène de transfert, de travail d'une personne vers une autre, si vous arrivez à l'observer, c'est de dire ok, c'est temporaire parce que cette personne en ce moment est en difficulté, parce que ça c'est plutôt sain dans une équipe. Oui, ça c'est très sain, qu'il y ait cette solidarité-là et ce travail collaboratif et coopératif, c'est hyper important, parce que c'est ce qui fait que ça tient bien. C'est-à-dire que s'il y en a un qui va un peu moins bien, hop, les autres vont arriver. Et si je le fais dans ce sens-là, je sais que si moi-même je vais pas bien à un moment, les autres vont m'aider. Donc ça c'est très sain, mais il faut que ce soit visible. Irréversible. Quand ça marche pas, quand ça marche pas, c'est que c'est invisible. Les choses se font. On va dire non, ça roule, et le manager va se dire très bien, moi je vois que les chiffres sont les bons, le travail est fait, et je vais pas me questionner sur les individus, je vais juste voir un groupe qui fonctionne. Ouais, donc faut vraiment se focaliser sur certaines personnes, et puis après défocus, tu vois, le groupe, l'individu, pour observer ces petits signaux-là. Absolument. Est-ce que justement, avant qu'on regarde un petit peu justement les symptômes, juste dire les impacts du burn-out, il y a des choses à ajouter par rapport à ce qu'on a déjà dit, à la fois pour la personne concernée, pour son équipe, pour l'entreprise. C'est quoi en fait finalement le risque, que ce soit sur la personne ou que ce soit pour l'entreprise? Pour l'entreprise, il y a plusieurs choses, parce qu'en fait c'est vraiment comme si on ouvrait un éventail, parce que pour la personne en question, l'impact il va être à la fois il va déjà être très personnel, c'est-à-dire une dévalorisation en disant je ne suis pas capable, je n'ai pas été capable de tenir jusqu'au bout, dans l'illusion qu'on est des super-héros et que j'aurais dû être meilleur que je ne l'ai été, je me suis effondrée. Donc voilà, donc là il y a une dévalorisation, une chute de l'estime de soi qui est sévère, et puis doublée d'une culpabilité vis-à-vis du groupe, en disant
je les ai lâchés, j'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout, je suis pas là, comment vont faire les autres, etc. Donc il y a vraiment, voilà, estime de soi et culpabilité qui est forte. Pour celui qui subit ça, parce que quand c'est un burn-out sévère, certains disent la semaine dernière j'étais en burn-out. Non, si la semaine dernière tu étais en burn-out, tu serais pas en train de me parler à ce moment-là. Donc le terme il est utilisé parfois de façon abusive. Quand on est en burn-out, c'est minimum 3 mois d'arrêt. Et parfois, il y en a qui peuvent pas redémarrer au bout de 3 mois. Et ça va être 6 mois, ça va être 1 an, ça va être 18 mois. Moi, j'ai eu des patients, c'était 18 mois tellement ils étaient complètement déconstruit de l'intérieur, ça s'était effondré en totalité. Donc après, il pouvait pas imaginer de retourner au travail sans avoir des crises de panique, de dire je ne suis plus capable, je ne sais plus faire. Enfin, donc après, il faut vraiment remonter toutes les pièces des Lego là. Donc c'est très compliqué quand on va trop loin. Pour l'entreprise, c'est pareil. Ce qu'il va y avoir, l'impact, c'est bon, il y a déjà une personne et en général un très bon élément qui n'est plus là. Et du coup, ça va déstabiliser les autres aussi parce qu'il va y avoir une peur. On va se dire, ah ouais, mais le risque de l'autre, on a vraiment peur que ce soit contagieux. Il y a quelque chose comme ça qui s'installe d'une crainte un peu larvée en disant si ça lui arrive à lui alors qu'il était si fort, ça peut m'arriver à moi. Donc, ça va mettre vraiment, ça va casser l'énergie de travail des équipes. Hein. D'autant plus que, en général, la personne qui arrivait au burn-out, c'était plutôt quelqu'un qui était ultra actif. Exactement. Donc le risque, alors c'est pas de la contagion au sens, mais effectivement, il y a un risque d'écroulement par réaction en chaîne en fait finalement. Oui, c'est ça. C'est que c'est le risque de l'autre qui s'est avéré me fait craindre ce propre risque pour moi. Et donc, les autres risquent de se désengager du travail en disant, ah là là, non, lui, s'il est tombé comme ça alors que ça marchait bien, moi, je vais y aller mollo, j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation. Donc, du coup, ce que ça donne, c'est que tout d'un coup, l'activité, elle est moins performante. Et puis, il y a cette peur qui est là très, très présente. Et du coup, peut-être même, l'autre risque, c'est que les gens donnent leur démission, partent ailleurs en disant trop dangereux, le terrain est trop dangereux, je reste pas là. Oui, je veux pas rester dans une boîte où les gens où on s'est pas rendu compte qu'on pouvait aller si loin. Puis il y en a qui disent de toute façon on s'en fout, on nous épuise jusqu'au bout, on nous prend pas en compte, etc. Donc le signal qu'on envoie, c'est que en termes de management, on n'a pas été suffisamment sensible, on n'a pas été suffisamment soutenant, on n'a pas trouvé de solutions ensemble, etc. Donc la confiance, elle est brisée. Dans le travail. À l'inverse, pour positiver ce que tu dis, au contraire, une boîte qui serait vigilante à ça et sur laquelle on verrait qu'effectivement à un moment ça a été pris en compte et ça peut au contraire remotiver les gens en se disant mais je suis dans une bonne boîte parce que machin ils l'ont pas laissé voilà. Donc voilà, ce que je veux dire c'est que le pendant il y a toujours un pendant positif. Le pendant positif, il est là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu envoies le signal que tu fais de la prévention et que tu t'inquiètes et tu t'intéresses à ça, c'est un bon signal, tu vois. Il y a dernièrement, donc je discutais avec une entreprise avec laquelle je vais travailler sur des ateliers de bien-être au travail et notamment sur les risques psychosociaux autrement, c'est-à-dire de dire arrêtez d'en avoir peur, mais en avoir conscience et les prévenir, et puis voir les apports de la psychologie positive, etc. Et la RH me disait, nous, dans notre boîte, tout va bien. Alors quand on me dit tout va bien, moi ça siffle un peu dans mes oreilles. Donc on n'a pas le droit d'aller mal en fait. Voilà, on n'a pas trop le droit d'aller mal, mais visiblement pour le moment tout va bien. Elle a oublié ce pour le moment parce qu'effectivement peut-être que là tous les indicateurs sont au vert, mais on ne sait jamais. Donc elle dit on a signé un accord cadre qualité de vie au travail. Donc, ce que vous proposez sur les risques psychosociaux et notamment sur les questions de burn-out nous intéresse pour prévenir, sensibiliser et surtout, on le verra tout à l'heure, développer ce qu'on appelle des sentinelles ou des alliés pour prévenir ça. Donc, quand une entreprise fait ça, envoie ce signal-là en disant visiblement tout le monde va bien, mais
on va quand même de la même façon qu'on fait ça pour les risques physiques au travail, hein, les accidents du travail, etc. Il y a des formations, etc. Si on amène de la prévention sur ces questions-là, ça veut dire on envoie le signal qui est que nous prenons soin de nos collaborateurs et on a envie de rester dans une entreprise qui prend soin de soi. C'est clair. On dit, bah là, je suis bien parce que ils n'attendent pas que ça nous tombe dessus pour faire les pompiers de service. Ils préviennent, ils mettent en place des critères pour éviter ça, et c'est rassurant, on a confiance. Peut-être justement, avant qu'on passe à la partie prévention, toi tu disais aussi qu'il y avait une augmentation des burn-out depuis la pandémie, donc oui. Moi j'ai évoqué tout à l'heure le fait que il y a malheureusement à cause du confinement et entre autres du télétravail, il y a eu des liens qui se sont distendus entre les personnes et l'entreprise, et du coup il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées au travail mais en état de désengagement et de démotivation totale, parce que pour X raisons, ça peut générer du burn-out du côté des personnes les plus engagées. Mais tu disais aussi que le fait d'être en télétravail pouvait entraîner du burn-out. Oui, en fait ce qui se passe c'est que on sait bien que c'est illusoire de penser qu'on a une identité au travail et une identité personnelle et privée. Ça n'existe pas, sinon ça veut dire qu'on est coupé en deux, on est schizophrène, et là c'est problématique, prenez rendez-vous chez un psychiatre. Mais donc on n'est pas coupé en deux, on est fait d'une seule entité, et notre travail il nous construit. On va y mettre tout ce qu'on est dedans, donc c'est notre histoire, c'est notre parcours. On dit qu'on travaille, que le travail nous travaille. On n'est pas le même que quand on a commencé il y a quelques années de ça, et on va travailler ensemble. Tu vois, c'est les 3 aspects du travail. Quand je me retrouve seule en télétravail à la maison, même si je suis en lien, en visio avec d'autres, etc., les barrières tombent encore plus puisque je suis dans mon espace privé. Qui va, pour certains sont dans leur chambre. Tout le monde n'a pas un bureau à part, etc. Donc j'ai le travail qui rentre dans mon espace privé. Et puis comme je dois montrer que même si je suis chez moi, je suis pas dans le canapé devant la télé, mon degré d'engagement dans le travail, il risque d'être encore plus important. Je vais prendre ma douche, mon petit déjeuner, hop, ça y est, je m'installe à mon bureau, bien avant mon heure d'arrivée au travail. Peut-être qu'avant, j'arrivais à 9h, et là, dès 8h30, j'y suis. Et puis, je n'ai pas de temps pour prendre un café avec des collègues. Donc, je continue de travailler. Et le midi, je me dis, ah oui, il y a telle chose, donc je vais prendre mon assiette et je vais continuer à manger devant mon ordinateur. Je vais pas faire de coupure. Je vais avoir moins de possibilités de m'auto-réguler. C'est plus difficile de s'auto-réguler quand on est seul et qu'on doit gérer son travail. Il y a personne qui dit, bon, maintenant tu coupes ta caméra et tu vas manger, et tu fais un petit tour dans ton quartier ou tu fais ta sieste. Personne va me le dire. Donc, il y a un engagement qui va être plus fort, une amplitude horaire qui va être plus grande, donc une fatigue qui va être plus grande. Et il n'y aura pas de sas non plus, pour ceux qui ont des enfants petits notamment. Ouais. Eh bien, le travail se termine, mais tes enfants, ils arrivent, ils sont là. Voir, t'es en train de travailler et ils sont là. Moi, j'ai une anecdote, j'ai un cas comme ça, où la personne, en fait, était tellement sollicitée au travail parce que c'est quelqu'un qui laissait sa porte ouverte, etc. On a eu ce cas-là sur le forum. Et du coup, en fait, pour la sauver de ça, on lui dit mais il faut fermer ta porte. Il faut dire non, le matin, par exemple, je suis indérangeable. Et comme elle n'y parvenait pas, ou ce cas de figure peut arriver quand quelqu'un travaille sur un bureau paysager, une solution, c'est de lui dire le lundi matin, tu es en télétravail. Comme ça, tu es chez toi, tu es tranquille, tu es ininterrompu pendant 4 heures. Et en réalité, ça a fait pire que mieux, parce qu'en fait, cette personne, c'était pendant une période de vacances, en fait, elle essayait de travailler au milieu de ses enfants. Et donc, ça a accentué le phénomène. Et ça, c'est toute la différence entre une solution qu'on plaque comme ça en disant ça va régler le problème, et puis la situation individuelle de la personne, etc., etc. Oui, parce que en fait, elle doit à la fois être là avec ses enfants et à la fois être dans son travail, et donc elle est écartelée. Donc elle est
de façon insatisfaisante à un endroit et insatisfaisante dans l'autre. Donc, il y a cette insatisfaction qui s'installe dans les symptômes du mal-être au travail. On a la question de l'insatisfaction. C'est pas seulement être cramé de l'intérieur, ça commence par des petits signaux qui sont ouais, mais c'est nul, mais j'arrive pas à faire. On n'est jamais content de soi. Déjà, ça, c'est un signal qui dit tiens, qu'est-ce qui fait que alors que je bosse et que je fais bien mon boulot, il y a ce sentiment d'insatisfaction permanent. Ça ne va pas déjà. Donc quand les gens quand on n'arrive pas à vraiment s'isoler et mettre des horaires de télétravail en disant je me mets à 9 heures devant mon ordinateur jusqu'à 12h30, je fais une vraie pause comme je ferais si j'allais à la cantine ou au resto avec des collègues, je reviens après. Si j'arrive pas à me positionner suffisamment bien pour dire attendez, là je viens déjà de faire 3h30, je vais encore en faire 5 heures, etc. Si on n'arrive pas à affirmer cette chose-là et qu'on veut compenser de peur d'être pris pour un fainéant, eh bien ça surengage dans le travail, ça déséquilibre et on se retrouve avec des gens qui sont en épuisement, burn-out, mais qui sont presque parfois, moi j'en ai certains qui sont en burn-out au travail et en burn-out parental. Ouais, vraiment le combo perdant parce que ça explose dans tous les sens, quoi. Ouais. Et d'où l'intérêt de pouvoir compartimenter. Oui, c'est ça. Pour moi, compartimenter, ça veut dire tu limites le temps et tu limites le rôle. C'est-à-dire pendant ce temps-là, j'ai ce rôle-là, j'ai pas un autre rôle. Exactement. Je peux pas assumer un autre rôle, etc. Oui, exactement. Ouais. Une question aussi qui m'intéresse, parce qu'en fait, les gens qui nous écoutent sont des managers ou des chefs d'entreprise, donc ils ont, eux, ils s'occupent d'employés qui peuvent être concernés par le burn-out, mais eux-mêmes sont des cibles potentiellement de choix pour le burn-out. Absolument, on croit toujours. Souvent, effectivement, on se dit le rôle du manager, c'est de vraiment veiller à ce que ses collaborateurs aillent bien. Il faut qu'il détecte les signaux faibles de souffrance au travail, de burn-out, voilà, je disais d'insatisfaction, de malaise qui va pouvoir grossir et qui va conduire à l'épuisement professionnel. Et du coup, ces personnes-là, souvent, sont engagées dans vraiment avec beaucoup d'empathie, dans soigner leurs collaborateurs. Et oublient complètement que eux-mêmes peuvent être sujets à ça, donc ne font pas attention aux signaux faibles pour eux-mêmes. Or, je répète, c'est toujours la chose qui est utilisée comme image, c'est que dans un avion, on vous dit mettez votre masque à oxygène avant de vous occuper du copain qui est sur la chaise d'à côté et que vous allez sauver en cas de dépressurisation de la cabine. Donc, est-ce que moi-même, je peux être un exemple pour mes troupes? Si je dis mais non, prenez soin de vous, etc., mais que je suis là de 7h du mat à 21h et que je mange un sandwich devant mon ordinateur, que je prends pas de pause, si moi-même je ne me traite pas bien, pourquoi mes collaborateurs feraient autrement? Donc il y a vraiment toujours cette chose-là, c'est pas faites ce que je dis, mais faites ce que je fais moi-même. Exactement. L'exemplarité du chef, hyper importante. Voilà, elle est pas dans, vous savez, tout faire dans la boîte ou mieux faire que n'importe qui dans la boîte. C'est impossible, ça. Si vous faites ça, vous limitez vos équipes, vous les empêchez de grandir. Donc, c'est sûrement pas ça, l'exemplarité. Ça n'est pas non plus de faire un maximum d'heures pour dire non, mais je justifie ma position en travaillant plus que les autres. Non, l'exemplarité, c'est montrer qu'on peut s'éclater au travail en ayant une vie équilibrée et saine. Parce que sinon, vous démotivez vos collaborateurs. En plus, non seulement vous vous mettez en position de burn-out, mais tous, ils se disent non, mais sa vie, elle me fait pas envie. C'est-à-dire que ça fait pareil. Eux, ils voient très bien ce qui se passe. Ils voient très bien que vous allez mal, que vous êtes ronchon, que vous râlez, que vous avez une sale tête, etc. Et tout ça, ça les démotive. Donc, ça amplifie le phénomène. Oui, en fait, on peut les mettre en situation de burn-out. Ils vont se désengager. Exactement. Ils vont pas vouloir y aller parce que plus vous vous engagez, moins ils s'engagent. Ça ne fait pas envie. Ça ne fait pas envie. Alors qu'un manager qui dit désolé, mais là, ce soir, à partir de 17h, vous comptez pas sur moi parce que moi je dois récupérer mes gosses à l'école, la nounou est pas là, etc. Et de le dire, pas de le dire, oh là là, ça me fait chier, mais au contraire, de dire, bah en plus c'est chouette, tu vois, bah, je vais les récupérer, je suis désolée, aujourd'hui vous comptez pas sur moi. Eh bien, ça montre qu'il a une vie ailleurs,
qu'il a autre chose à faire et que c'est pas gênant à des moments, puisqu'il est tellement engagé par ailleurs, il y a bien des moments où il peut reprendre du temps, etc. Carrément. Donc, il y a vraiment cette histoire d'exemple. Moi, je me souviens, l'année dernière, on a passé la certification Calliope à la Fabrique à Bonheur. Donc, Calliope, une tanasse, hein, vraiment. Ah ouais, je sais. Très pénible, très, très pénible. Et on a beaucoup travaillé avec l'équipe. Et juste après, il y a des moments où je leur disais, bon, allez, hop, 17h, barrez-vous, rentrez chez vous, ça suffit maintenant, parce que on a suffisamment bien travaillé sur les 2 dernières semaines où on n'en pouvait plus, et on a eu cette certification, super, on a célébré ça, et après je leur disais, mais stop maintenant, voilà, allez souffler, faites d'autres choses. On peut pas avoir que des périodes avec de l'activité intense. C'est normal qu'il y ait de l'activité intense par moment, mais il faut aussi que ça redescende, et il faut que ce soit le manager qui dise stop là, range tes affaires, je vois que t'en peux plus, rentre chez toi. D'ailleurs, dans vos rôles de manager et de chef d'entreprise, il y a évidemment la performance, évidemment les critères de performance, le chiffre d'affaires, la marge, la qualité, etc. Mais vous devez aussi construire une entreprise ou une équipe où on vise le long terme. Et donc, ne pas faire de la performance court terme en détruisant les gens, mais plutôt différer la performance pour construire les gens. Et ça, je pense que c'est une des clés du management moderne, j'en parle souvent, c'est avoir une approche un peu... Alors, bon, moi, je suis pas spécialement écolo, mais c'est un peu le même esprit. C'est de dire, faut viser the long game, faut viser la longue partie, et tu peux pas mener une boîte comme tu joues un match de foot, où là, l'objectif, c'est de faire le meilleur score, on s'en fout de l'état des joueurs à la fin. Parce qu'en réalité, dans une entreprise, il n'y a pas de fin. Ça continue tout le temps. Donc les joueurs, ils doivent être dans un bon rythme, un petit peu comme si tu faisais un marathon, plutôt que quand tu fais un sprint. Et avoir ça à l'esprit, ça oblige à relativiser l'importance des indicateurs. De se dire, oui, là, je vais toucher l'indicateur et c'est génial, mais toujours la question, c'est à quel prix? Dans les indicateurs, il doit y avoir un indicateur de bien-être au travail. Comment est la santé mentale de mes salariés et comment est la santé physique? Au-delà du fait que c'est une obligation légale. Parce qu'il y en a qui disent, ah oui, on s'occupe de la qualité de vie au travail, du RSE, blablabla, parce que c'est une obligation légale. Non, c'est aussi une obligation humaine. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai envie que mes collaborateurs restent? Est-ce que j'ai envie de les voir grandir? Peut-être qu'à un moment, je pourrais plus rien leur proposer et je les laisserai partir, mais je les laisserai partir avec joie puisque j'aurai accompagné leur épanouissement, leur progression. Donc, c'est notre rôle aussi de transmettre, de faire grandir les gens et de faire en sorte qu'ils restent le plus longtemps possible parce que du coup, il y a une expertise qui est là et qui a une valeur infinie. S'il y a un turnover constant parce que je casse les gens, je les épuise, eh ben d'abord, il y a un turnover qui est dingue, donc ça, c'est pas un signal de bonne santé, et 2, j'aurai des difficultés de recrutement parce que les gens vont se dire mais comment ça se fait qu'il y a un turnover comme ça chez vous? Donc t'as pas envie d'y aller si tu sais que c'est trop risqué. Et pour remettre un dessous dans la musique, en ce moment, c'est très dur de recruter. Ah oui. Donc à chaque fois que vous perdez un élément, ça sera très compliqué de le remplacer parce que le marché du travail actuellement, et je pense que c'est durable, il n'est pas tellement en faveur des recruteurs. Oui, ça c'est Donc les gens font un choix et ils se renseignent sur les réseaux sociaux, ils posent des questions, est-ce que c'est une boîte où quand même on fait attention à l'équilibre des gens, etc., etc., beaucoup plus que ce qu'on croit. Et pas juste dans le déclaratif, pas juste waouh, c'est génial chez nous, on a un baby foot et on vous donne des fraises tagada. Ça, c'est niette. C'est pas ça, les indicateurs de bonne santé et de choix au travail, c'est vraiment autre chose. Tu vois, un des critères, moi je sais chez moi, c'est quand je dis chaque manager passe une demi-heure avec chacun de ses collaborateurs une fois par semaine, les gens font ah ouais. Et quand je leur dis mais c'est pas le manager qui parle, c'est le collaborateur et on l'écoute, ça intéresse les gens. Et c'est un des moyens de repérer les signaux faibles, d'ailleurs, cette discussion. Il n'y a pas forcément d'indicateur, mais le fait de le faire, ça oblige à entendre qu'il y a peut-être un problème.
Un des indicateurs, c'est aussi ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de laisser la parole à l'autre. C'est pas juste du descendant, Ouais. et laisser la parole au collaborateur pour que ça remonte. Et on sait bien que les entreprises où ça va pas très fort, c'est les entreprises où il y a beaucoup d'autocensure de la part des collaborateurs. Ouais. Ils disent, de toute façon, c'est même pas la peine que je propose quoi que ce soit ou je parle, parce je vais pas être entendu. Donc, si déjà t'as l'impression de pas être entendu, c'est mal barré, quoi. Ouais. Donc, si tu laisses de la place effectivement pour que le collaborateur s'exprime et qu'il est vraiment entendu, t'es sûr qu'il va bien, tu vois. Et là, je pense que la clé, c'est la fréquence. C'est-à-dire que si tu crées un espace collectif en plus, moi je pense qu'il faut pas que ce soit collectif, je pense que ça doit être individuel, parce qu'il y a des gens, en fait, ils n'oseront jamais dire qu'ils ont un problème devant leurs collègues. Donc je pense que, par contre, si toi, en tant que manager, tu dis « je suis à l'écoute », la première fois, la personne va pas oser dire, parce que soit elle va se dire ce que tu te dis, il va pas le prendre en compte, mais elle peut aussi se dire, mais moi, j'ai pas envie de lui montrer que j'ai des faiblesses, parce que je suis fier, et en fait, il y a un problème de déni, en fait. Et au fur et à mesure que les entretiens se répètent, à un moment, ça va sortir, c'est sûr. Parce que il y a la répétition, parce que c'est une fois par semaine, et qu'à un moment, le sujet va tomber, et toi, comme tu auras développé cette relation avec ton collaborateur, tu vas sentir que tout d'un coup, tiens, c'est marrant, il est pas comme d'habitude. Il est en train de se plaindre, il s'est jamais plaint. Et en général, ça veut pas dire, non, il faut qu'il arrête de se plaindre. Non, ça veut dire, il y a peut-être un problème, quoi. Alors, c'est ça, oui. Et puis, s'il y a une pédagogie de l'exemple avec des managers qui sont capables de montrer leur vulnérabilité, et vulnérabilité ne veut pas dire faiblesse. Non. Si on entend la vulnérabilité, alors l'autre, le collaborateur, va se dire, waouh, mon boss, il est capable de dire ça, donc moi j'ai de l'espace pour le dire aussi, ça peut être accueilli, tu vois. Tout à fait. Alors moi je vois peut-être trois sujets que j'aimerais bien que on voit maintenant de manière concrète. Pour moi, il y a trois choses à mettre en place, je pense. C'est la prévention, c'est-à-dire comment on fait pour que ça arrive pas. L'observation, c'est-à-dire comment on repère. On en a parlé, mais ce serait peut-être intéressant Et la troisième chose qu'on n'a pas du tout, quasiment pas abordée, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a, ça y est, quelqu'un qui est en burn-out avéré? Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, en tant que manager? Parce que, franchement, c'est pour y avoir été confronté, c'est ultra déstabilisant. Hein. Donc, la prévention, je pense qu'on en a un peu parlé, mais je sais pas si tu as des choses à ajouter là-dessus. Sur la prévention, il y a vraiment à être capable, je disais, d'entendre les signaux faibles, mais surtout, c'est observer l'autre. C'est de pouvoir être des alliés les uns pour les autres, ou des sentinelles. Ok. Je vais, comme tu le disais, ce collègue, il se plaint jamais. Et tout d'un coup, ça fait une semaine, 15 jours, que je l'entends râler. Tiens, c'est quoi ça? Pourquoi il râle? Qu'est-ce qui se passe? Et arrêtons, et je le dis d'autant plus que je suis psy, arrêtons de psychologiser tout en disant « Ah mais non, mais lui, sa femme, ça va pas dans leur couple, etc. » On s'en fout. On s'en fout. C'est pas le sujet, en fait. Là n'est pas le sujet. C'est vraiment de dire qu'est-ce qui se passe. Et de pouvoir lui demander en disant est-ce que ça va? T'as besoin d'un coup de main? Il y a quelque chose? Si lui dit non, 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 tout va bien et qu'il est dans le déni qui repousse, celui qui a entendu ça doit pouvoir le signaler en disant moi je m'inquiète pour un tel. C'est peut-être pas un ami en plus. Hein. On s'inquiète pas que pour ses amis, on s'inquiète aussi pour tout le monde. Et en disant je m'inquiète parce que il y a des choses il a pas l'air d'être dans son assiette. Donc qu'il soit repéré et signalé. Donc de l'insatisfaction ou bien on va voir que il a ce qu'on appelle des troubles cognitifs. Il loupe un rendez-vous alors qu'il loupait jamais. Il oublie le code de la machine à photocopier. Comme des pertes de mémoire. Et bien sûr, aujourd'hui, dès qu'on perd un peu la mémoire, on dit « Ah là là, c'est Alzheimer ». Non, c'est peut-être de la grosse fatigue qui s'installe. Une grosse fatigue. Donc, quelqu'un qui est vraiment toujours à la pointe, qui va bien, etc., et qui est toujours focus et concentré, s'il a des troubles comme ça, là, faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter parce que il y a une fatigue qui s'installe et lui va dire non, non, mais c'est rien, je suis un peu fatigué, etc. Le c'est rien, je suis un peu fatigué, ça, c'est la phrase qui doit alerter en disant, OK, pourquoi?
Ouais. Fatigué pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc peut-être que la personne va se dire, bah voilà, mon gosse fait passer nuit, etc. Ok, très bien, on sait que c'est là. Mm. Mais de poser des questions, d'oser être un peu intrusif. Mm. Ça veut J'aime bien ton concept de sentinelle. Alors, je sais pas si je dois le dire parce que c'est peut-être pas tellement dans l'air du temps, mais moi, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que souvent les femmes sont plus sensibles et ont plus facilement un réflexe. Moi, je sais que de s'inquiéter pour un collègue en disant, moi, c'est dans un des cas, dans les deux cas d'ailleurs, c'est comme ça que moi je me suis rendu compte. J'avais déjà détecté des signaux faibles, mais en plus, j'ai eu beaucoup de collègues féminines qui m'ont dit non mais machin il va pas bien ou machine elle va pas bien. Faudrait que vous creusiez, etc., etc. Ça, Et c'est lié à l'éducation, en fait. ouais, peut-être. Nous, on est plus autorisés à montrer nos émotions, Ouais. à être plus dans une expression comme ça. Culturellement, hein, c'est pas du tout lié au fait d'être un homme ou une femme. C'est voilà, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Je pense que c'est une grosse connerie, mais ça n'existe pas. Oui, moi c'est ce que j'ai observé. Après, j'en tire pas de conclusion particulière. Je pense que culturellement, on est plus éduqué à développer notre empathie, mais que les hommes ont ça aussi en eux, mais qu'ils se l'autorisent pas toujours. Exactement. Ils se l'autorisent pas, ils vont dire, et puis il va y avoir une sorte de pudeur. Ah, l'autre va pas bien, mais je veux pas l'emmerder avec ça, donc moi je vais pas lui poser la question. Je vois qu'il va pas bien, mais je n'en fais rien. Et donc il faut créer l'espace pour en faire quelque chose. Dire, moi je suis préoccupée par un tel. Et même si je suis un homme, que je puisse le dire. Voilà. Ouais, je trouve que c'est bien l'histoire de les gens à devenir des alliés. Ouais. Vraiment... Et les sentinelles, c'est pas mal, je trouve. Oui, des sentinelles, ouais. Moi j'aime bien. Soi-même, on n'a pas forcément cette sensibilité, ou on s'en rend pas bien compte parce qu'on est focus sur les indicateurs et que la personne, elle, jamais ne va montrer cette face d'elle-même devant son chef parce qu'on ça se montre pas devant le chef. Mais avoir un collègue qui vous dit tu devrais creuser parce que machin, je pense que, etc. C'est une source d'information vraiment, vraiment importante pour un. Oui, c'est ça. Puis d'être des sentinelles les uns pour les autres, c'est qu'à force de travailler ensemble, on connaît les tempéraments, on connaît, etc. Et donc quelqu'un qui serait plutôt joyeux, etc. Ça se sent en termes d'énergie. C'est pas juste dans les paroles, c'est dans ce qu'on ressent de l'autre. Puis tout d'un coup, on le voit plus sombre, on le voit plus préoccupé, etc. Ça, c'est des signaux. On doit pouvoir s'intéresser à l'autre parce que on est ensemble, on est dans le même bateau. Il y a un collectif de travail et ce collectif-là, ça vient pas, on n'en prend pas soin que top down. Hein, c'est vraiment tous ensemble qu'on va pouvoir en prendre soin. Ouais. Alors, donc ça, c'est la phase comment je détecte qu'il y a un risque. Après, il y a aussi le risque, donc j'ai dit l'insatisfaction, etc., mais aussi les collaborateurs qui vont développer ce qu'on appelle la bobologie. La bobologie, c'est hop, le collaborateur qui arrive, il s'est tordu la cheville. Ah ouais. La semaine d'avant, il avait un lumbago. La semaine d'avant, il a dû rentrer chez lui parce qu'il avait une crise de migraine. Quand il commence à y avoir trop de choses, et les gens rationalisent, hein. Ils vont dire ah mais oui mais là j'ai attrapé la grippe, c'est la saison de la grippe, j'ai attrapé le lumbago parce que c'est la saison du lumbago, tu vois. Donc bah non, c'est quand ton corps il te donne des signaux comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui peut pas se dire et se penser, tu vois. Donc il faut que ça puisse sortir parce que c'est le corps qui prend le relais et parfois ça tombe de façon brusque. Moi, j'entends des AVC à 40 ans, des infarctus à 40 ans, sur le lieu de travail et tout. Je me dis, mais on devient dingue, là. C'est pas dans l'ordre des choses, quoi. Ouais, c'est clair. La bobologie, c'est aussi quelque chose de dire, tiens, quelqu'un qui va trop souvent avoir des petits trucs, voilà, ou qui se coupe, ou qui tombe, c'est vraiment à entendre. Hein, d'ailleurs, quelquefois, c'est peut-être le corps qui met la personne à l'arrêt. C'est ça. Ouais, hein, quelquefois c'est salutaire parce que ça l'empêche d'aller plus loin à un endroit où vraiment elle se ferait du mal. Ouais, exactement. Ok. Alors, lorsque je repère des signes précurseurs de burn-out, c'est-à-dire que j'ai observé les symptômes
que tu décris, la personne n'est pas en burn-out, parce que de toute façon, si elle est en burn-out, je ne l'ai même pas en face de moi. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux accompagner le collaborateur? Il y a vraiment accompagner le collaborateur à prendre conscience, parce que en général, il va être dans le déni. Ouais. Il va dire non, mais c'est rien, ça va passer, tout va bien, t'inquiète pas, etc. Il y a de la prévention à faire et de dire attention, le fait que il y a ça dit quelque chose. Donc déjà de lui faire prendre conscience que la situation ne va pas. Donc on peut lui dire, tu sais, moi je te vois toujours hyper positif, hyper engagé, et depuis quelque temps, je t'entends râler. Je sens que quelque chose ne va pas. Donc il faut que nous, ensemble, on trouve ce qui peut être une source d'insatisfaction. Et donc ensuite, on observe qu'est-ce qui a changé dans ton univers de travail sur ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et il y en a peut-être qui vont me dire, ben, machin, il a changé de poste. Et moi, je travaillais hyper bien avec lui et j'avais vraiment du soutien. Et là, je me sens seule. Ou bien celui qui est arrivé, ben, on n'arrive pas à bosser ensemble. Donc, c'est vraiment la question de quoi aurais-tu besoin pour. Donc, déjà, de lui faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va pas pour qu'il le réalise vraiment et qu'il puisse l'accepter. 2, de trouver ce qui a changé, parce que souvent, c'est des toutes petites choses qui ont bougé et qui font que il va y avoir un déséquilibre. Là où on équilibrait les choses et ça se passait bien, il y a un petit changement. On change de logiciel, on change de process, on change de collègue de travail. On a une surcharge qui arrive, mais on n'a pas la visibilité sur quand est-ce que cette surcharge va s'arrêter, etc. Donc, toutes ces choses-là, quand ça manque de sens ou de visibilité ou de suffisamment d'informations, ça peut créer une tension chez le collaborateur. Donc c'est ça il faut vraiment pouvoir en parler avec lui, être à l'écoute de ça pour lui donner des perspectives et des solutions et de quoi aurais-tu besoin, de quoi aurais-tu besoin. Je me souviens d'être intervenue dans un gros groupe pharmaceutique français à la demande des médecins du travail parce que il y avait une augmentation phénoménale du taux d'anxiété des collaborateurs. Et en analysant ça, on s'est rendu compte qu'ils s'étaient installés dans des nouveaux locaux avec des très beaux, ce qu'ils appelaient des clusters, là, des espaces, des plateformes, machin, etc. Mais comme c'était du flex office, personne n'avait son bureau attitré. Et il y en avait certains qui le vivaient très mal et qui venaient beaucoup plus tôt le matin parce qu'ils voulaient le bureau près de la fenêtre parce que pour eux c'était mieux, la lumière, etc. Et du coup, ça crée une anxiété. Ce changement-là a créé une anxiété générale. Et il a fallu que les collaborateurs en prennent conscience, se régulent entre eux dans chaque cluster pour savoir ce qui était bon et pour que tout le monde aille bien. Donc, il faut parler du travail, il faut parler des conditions de travail et de trouver des solutions ensemble. C'est ça qui fait qu'on arrive à désamorcer la souffrance au travail, et le burn-out, il s'installe dans le silence. Dès qu'il y a des mots dessus, dès qu'il y a de la parole, dès qu'on peut parler de ça, à deux ou collectivement, mais pas en même temps. Parfois, c'est mieux d'être en one-to-one, et à d'autres moments, il faut penser ensemble les solutions, donc de s'appuyer sur le collectif. Eh bien, dès que c'est dit, on a déjà désamorcé énormément les choses, tu vois. Et je pense qu'il faut, mon observation, je sais pas ce que tu en penses, mais en général, tu peux pas tout faire en j'allais dire en une séance, c'est pas des séances, mais c'est-à-dire que le déni, quelquefois, il est fort. Donc en fait, déjà, il faut prouver à la personne que oui, il y a un problème. Par exemple, de dire si, là, tu t'es coincé le dos, tu te souviens, c'était à telle date. Là, j'ai noté dans mon compte-rendu de 1-1 que tu étais allé aux urgences parce que tu t'étais foulé la cheville. Là, tu étais en retard parce que tu as eu un problème et on a dû contrôler telle chose, etc. Lui mettre sous les yeux, et c'est tout. Oui, du factuel, bien sûr, ouais. Parce qu'en général, c'est non. Mais en fait, ça fait son chemin. Et la fois d'après, la personne dit ouais, il y a peut-être un petit problème. Il faudrait peut-être qu'on regarde. Déjà, je pense que le fait qu'on alerte la personne, naturellement, chez la personne, il y a la prise de conscience. Et déjà ça
probablement ça va ralentir le phénomène. Et si la personne n'entend pas ça, on peut aller sur un deuxième point qui est je suis responsable. En tant que manager, je porte la responsabilité de ta santé physique et mentale. J'ai cette délégation de responsabilité et je ne vais pas te laisser faire croire que tout va bien alors que j'observe que ça va pas. C'est ma responsabilité et ça se retournerait contre moi. Donc humainement, je dois faire quelque chose et légalement, j'ai une obligation légale aussi. Absolument. C'est deux casquettes qu'on doit avoir. Et en fait, ça va vraiment dépendre du profil de la personne que tu as en face de toi, quel levier tu vas activer. Chez certaines personnes. Tu sais, nous, on fait pas mal le disque, par exemple les stables. Les personnes vont être sensibles au fait que tu te préoccupes d'elles parce que c'est une personne humaine, etc. Et il y a d'autres profils, par exemple les consciencieux, qui vont être plus sensibles à non, mais tu sais, en faisant ça, tu ne suis pas malheureusement, tu me mets en porte-à-faux vis-à-vis de ma hiérarchie, et donc tu vas utiliser le pouvoir hiérarchique pour lui dire non, mais en restant comme ça, moi je n'accepte pas parce que tu me mets en danger. Enfin, tu ne suis pas les règles. Ou un autre, ce sera tu me mets en danger en étant comme ça, et tes collègues, etc. Donc, faut vraiment trouver l'angle, quoi. Il faut trouver l'angle, mais en tout cas, il faut faire entendre ça. Parce que quand on est face à des gens qui ne vont pas bien, et on peut les repérer parce qu'en général, ils vont être dans ce qu'on appelle la rationalisation intellectuelle. Ils vont être coupés de leur ressenti corporel, coupés des émotions, et ils vont pouvoir tout expliquer de façon très rationnelle et intellectuelle. Quand on entend ce blabla-là, t'es sûr que là, t'es dans un déni massif et tu dis waouh, alerte maximum. Il faut remettre les choses en place, quoi. Donc ça, c'est pour, je dirais, enrayer le cycle. Est-ce que tu conseilles qu'il y ait une démarche collective ? Par exemple, je te donne un exemple. On repère chez un seul de nos collaborateurs effectivement cette tendance au surengagement et qui effectivement vient de s'accélérer avec des signes précurseurs, etc. Est-ce qu'il faut en parler au reste de l'équipe ? Moi, je pense qu'il faut en parler au reste de l'équipe pour ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la question des sentinelles. C'est-à-dire que la personne qui est surengagée, elle va avoir du mal à s'autoréguler, à faire marche arrière simplement parce qu'on lui a dit. Et il faut que les autres lui disent non, attends, c'est bon, passe-moi ça, laisse ça. Tu vois, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose où il y a une responsabilité de l'entreprise, on l'a dit, une responsabilité légale, il y a une responsabilité personnelle de comment je me prends en charge si je vois que je vais trop loin, mais il y a une responsabilité collective. Et moi, je crois beaucoup au collectif. Je trouve que le collectif, c'est vraiment ce qui fait le meilleur dans le travail, on va vraiment avancer plus fort ensemble. Ça veut pas dire être des copains, on n'est pas forcément des copains, mais on a confiance les uns dans les autres et on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc, quand il y a un souci sur un dossier ou un souci technique, etc., hop, tout le monde va s'y mettre. Et ben, quand il y a un souci avec un collaborateur parce qu'il va pas bien, eh bien, moi, je pense que cette solidarité, cette responsabilité collective, elle doit être engagée aussi. Pour dire aux autres aussi, voilà, attention, voilà, un tel, je vois qu'il ne va pas bien, je compte sur vous pour me rapporter si vous voyez qu'il a du mal à se désengager ou à remettre le travail à un juste niveau. Oui, donc tu le fais pas, parce que je me disais, sur certains profils, ça peut être dur à vivre. Déjà, de faire tomber le déni, première étape, mais en plus de dire, oui, on va mobiliser toute l'équipe pour t'aider, parce que ça peut être très compliqué pour certaines personnes à gérer, à accepter. Oui, mais tu vois, il y a celui qui est dans une situation où il va mal au travail. D'abord, il doit travailler quand même, prendre conscience de ses croyances liées au travail. Tu sais, c'est faut pas lâcher, faut aller jusqu'au bout, je suis un bon petit soldat, tous ces trucs-là, faut vraiment construire un peu ce truc en disant le travail c'est génial, ça nous construit, c'est super, mais pas au point d'y mourir, pas au point d'y laisser sa santé. Il y en a qui laissent leur santé. Il n'y a rien qui vaut ce truc-là, c'est pas possible. Et puis de vraiment de nourrir le collectif et la solidarité pour que chacun soit, comme on disait, la sentinelle des autres
et parce on poursuit un objectif commun. Donc, tu vois, dans un équipage, s'il y en a un qui va pas bien, on va pas dire, oh, tu vas pas bien, on te jette à la mer et on continue avec le reste de l'équipage, tu vois, c'est quand même pas possible. Donc, c'est vraiment quand on arrive à prendre soin des autres et que les autres prennent soin de nous, c'est ce que nous dit, voilà, la psychologie positive, c'est prendre soin de l'autre, c'est un des éléments de notre bien-être général. Absolument. Ça fait partie du fait d'aller bien. Si je sais que les autres vont prendre soin de moi et que je prends soin d'eux, eh bien, ça fait du bien, quoi. Ça me grandit et ça me renforce. Est-ce qu'on peut aller vraiment quand on est devant quelqu'un qui, voilà, t'es super inquiet, vraiment, c'est avéré, la personne, elle est en train d'y aller tout droit, mais elle t'écoute pas. C'est-à-dire, elle dit, mais non, ça va aller, je vais me débrouiller. Non, surtout, vous n'en parlez pas, etc., etc. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à arrêter la personne, la forcer à, par exemple, prendre un congé ou quelque chose comme ça? Oui. Non, tu fais ça quelquefois, quand tu conseilles quelqu'un, ça t'est déjà arrivé? Non, c'est vraiment de dire, faut arrêter. C'est stop, vous arrêtez tout de suite, parce qu'il y a danger, et ce danger, il va s'amplifier. Et ensuite, en termes de responsabilité, justement, ça peut se retourner contre la personne. Donc, c'est le rôle du manager de dire stop, de dire non, là, moi, je vous laisse pas aller plus loin. Je ne te laisse pas aller plus loin. Tu vas partir en vacances. Ça n'est pas une sanction. C'est pour te préserver de toi-même. Vraiment. Donc, il y a vraiment à faire prendre en compte cette chose-là et de dire, moi, je me préoccupe de ta santé et si ça doit passer par t'arrêter, je t'arrête. Donc, vraiment, il y a à imposer ça pour des gens qui seraient trop engagés, tu vois, parce que c'est risqué, c'est trop risqué. Avec la crainte de se faire remplacer si jamais on s'arrête, avec la crainte de mais je vais plus être indispensable à la boîte. Ça, c'est à travailler personnellement par le collaborateur. Quelqu'un qui a ces peurs-là, c'est pas l'entreprise qui doit prendre en compte ses peurs personnelles. De dire, ah, si je suis plus là, on va me remplacer parce que je suis indispensable, c'est illusoire. Tu vois, les cimetières sont pleins de gens indispensables. Donc ça, c'est illusoire. Faut pas laisser un collaborateur penser que s'il n'est plus là, la boîte s'écroule. C'est complètement. On peut lui dire que voilà, ce qu'il fait est super et que effectivement à ce poste-là, il est formidable, mais si la personne commence à penser qu'elle est indispensable, ça pose problème là. C'est vraiment. On s'installe dans une toute-puissance qui ne va pas bien, tu vois. Il y a un gros déséquilibre là. C'est clair. Et ça, peut être manager et on n'est pas psy. Hein. Non, donc on a nos limites. On est manager, on sait écouter, on a une écoute active, on a de l'empathie juste comme il faut et pas couler avec son collaborateur, mais on doit le soigner. Aussi réorienter en disant, moi dans le cadre de ma responsabilité au travail, je t'arrête si tu ne sais pas t'arrêter, etc. Je remets des choses en place. Mais cette problématique-là d'un engagement trop fort ou de j'ai peur qu'on me remplace, etc., je t'invite à aller le travailler ailleurs. Parce que il n'y a pas à rentrer là-dedans. Il n'y a pas à venir toucher à des choses qui sont trop personnelles, trop intimes. Je suis d'accord. Je suis 100% d'accord. Ok. On va prendre le cas critique. Je pense que c'est important aussi de dire ça y est, là la personne clairement elle est en état de burn-out, c'est-à-dire que tu nous rappelles les symptômes, hein, tu nous as dit c'est quelqu'un qui, de toute façon, quelqu'un en état de burn-out, il va être épuisé avec une fatigabilité immense, donc il va pas être opérationnel, et puis d'autres pourront même plus se lever, ils viendront pas. Donc le burn-out, il peut se déclarer peut-être même par une grippe ou tu vois, une maladie comme ça dont il ne se remet pas. Il peut avoir une grippe qui dure 2 semaines, mais en fait, ça va durer 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, etc. Il va pas réussir à se relever et on va voir cette espèce de dépression qui est pas une dépression existentielle, hein. La personne, elle a pas envie d'en finir avec la vie, mais c'est une dépression de j'ai perdu tout mon jus, quoi. Je n'ai plus de batterie.
c'est à plat total. On voit bien que certains, voilà, ont les glandes surrénales comme des cacahuètes, quoi. C'est vraiment Oui, il y a tout à reconstruire. Hein. Il me semble qu'au Japon, j'avais entendu, enfin, c'est pas forcément qu'au Japon, mais il y a une maladie qui est comme ça. On retrouve le karoshi, on retrouve des gens morts. Ouais. Pas d'arrêt cardiaque, pas d'AVC ni quoi que ce soit, mais on se rend compte que les glandes surrénales sont comme des cacahuètes, il y a plus de jus, quoi. Ouais. Et donc c'est au Japon qu'on a constaté ça en premier, mais en fait ça a commencé à s'étendre à la majorité des pays qui ont qui surinvestissent le travail, ou des sociétés qui surinvestissent le travail. Ouais. Alors, une fois qu'on a vu ça, c'est-à-dire qu'on constate ce phénomène, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui il faut alerter? Comment on accompagne? Il y a déjà, de toute façon, quand on commence à aller un peu loin, il y a quand même à alerter toujours la médecine du travail. Le médecin du travail, ça doit être un partenaire. C'est pas un empêcheur de tourner en rond. On peut appeler la médecine du travail en disant je suis très inquiet pour un collaborateur chez qui j'ai remarqué tels signaux qui ne semble pas l'écouter, je l'ai pris, je lui ai demandé de s'arrêter, etc. Et il n'entend pas. Donc j'ai besoin de vous, parce que le médecin du travail, lui, il va t'arrêter la personne en disant non, je vous autorise plus à travailler pour le moment parce que vous êtes dans un état d'épuisement qui est déjà trop conséquent. Alors ce conseil que tu viens de donner, j'en profite juste. Oui. Le médecin du travail, c'est jamais un ennemi. Hein. Si vous êtes manager ou chef d'entreprise, utilisez le médecin du travail, même pour d'autres cas d'ailleurs. Hein. Oui. Moi, je l'ai souvent fait, l'inviter à venir sur place, à regarder les conditions de travail, à montrer ce qu'on a mis en place, etc. C'est toujours, de toute façon, une bonne action à la fois pour vos collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise. Donc effectivement, c'est un allié auquel on pense pas souvent quand on est manager ou chef d'entreprise. Oui, c'est ça. Donc, si c'est une très grosse boîte, on peut, en parler avec la RH, bien sûr, signaler, etc. Le médecin du travail. Donc, ça, c'est très important. Et quand la personne est en arrêt, elle est en arrêt, elle va être en arrêt pour un moment. Donc, il y a vraiment à pouvoir, d'abord, on n'est pas autorisé, logiquement, à venir lui parler de travail quand elle est arrêtée. On n'a pas le droit. Mais on peut quand même envoyer des mots en disant, qu'on pense à elle, on espère qu'elle se remet bien, etc. D'envoyer quand même des messages de compassion, hein. Donc pour pas que la personne se sente encore plus isolée, parce que sinon elle porte déjà la culpabilité de plus être là, une dévalorisation de pas avoir réussi à tenir son poste, etc. Et si du coup on lui parle plus du tout, là, elle va se sentir très isolée, très mal, et elle va avoir du mal à revenir. Donc de pouvoir dire, voilà, ok, tu as besoin de cet arrêt, il n'y a pas de souci, et on t'attend. On a mis en place d'autres mesures et on t'attend et tu reviendras à ton rythme, parce que certains ne reviennent qu'en mi-temps thérapeutique. Il y a vraiment la question d'accueillir l'autre avec l'accident, son accident de travail. Ça, c'est le retour. Ouais, ça c'est le retour. Mais pendant que la personne est arrêtée, elle va travailler de son côté. Il y a juste à continuer à être en lien, mais pas sur des questions de travail, vraiment de dire j'espère que tu vas bien, donne-nous des nouvelles si tu le souhaites ou pas. Donc vraiment quand même de montrer de l'intérêt pour la personne, parce que sinon le retour il risque d'être difficile. Ouais, c'est clair. Et alors le reste de l'équipe, pendant ce temps-là, il faut le gérer aussi. Il faut gérer le reste de l'équipe, il faut pouvoir remplacer celui qui n'est pas là, ou bien réorganiser et puis dire ça, ces dossiers-là, on va pas remettre le boulot de l'un sur la tête des autres, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que sinon c'est pas un burn-out, c'est 10 qu'on va avoir, mais de dire là voilà, il y a l'ensemble des dossiers, on va mettre ça en priorité et ça on le met de côté. Ça pourra attendre le retour de la personne. Ouais. Donc vraiment de remettre, d'envoyer un signal qui est on la remplace pas, mais on va faire en sorte que ça se fasse et que vous ne portiez pas la charge. On doit envoyer le signal qui est je vous mets en sécurité. Cette personne-là, ça lui est arrivé. On peut pas dire parce qu'elle est trop engagée dans le travail, donc c'est de sa faute. Tu vois, il n'y a pas à faire porter de culpabilité, mais il y a à réorganiser et à surtout comment dire,
à enlever le côté honteux, parce qu'il y en a qui disent ah oui c'est la honte, j'ai honte de pas avoir pu tenir, donc ils reviennent d'un burn-out comme si Ouais, c'est pas comme s'ils avaient attrapé une maladie honteuse ouais, et on leur fait sentir que ouais. bah ils sont faibles, ils ont pas pu tenir, tu vois. Et d'ailleurs, faut jamais oublier, même de dire au reste de l'équipe que il peut y avoir une propension Ouais, individuelle, mais en général, c'est relié à une qualité absolument nécessaire dans une entreprise qui est oui, l'engagement. ouais, Donc voilà, juste la personne est tombée du côté où elle penchait, je dis souvent oui, cette c'est ça. expérience-là, Ouais, et elle y est tombée parce que un environnement a été propice à ce qu'elle y tombe. Une c'est charge de travail qui est augmentée. L'histoire, c'est pas je veux pas dire qu'il faut culpabiliser non. l'équipe. Hein. Je suis en train de dire que c'est pas une personne qui fait des burn-out. Mm, C'est une personne qui a eu un burn-out. C'est pas la même chose. mm. C'est une personne, exactement comme tu le dis, qui a eu un accident, comme un accident de voiture. Oui, On a un accident de voiture parce que on a peut-être une tendance à faire plein de choses en même temps dans sa voiture, etc. Mais aussi parce que bah, la route, il y avait du verglas et qu'il y avait un poids lourd, etc., etc. Donc, de la même manière que s'il y avait un accident du travail physique dans une société, on analyserait la ouais, situation pour pas que ça se reproduise. Là, on doit fonctionner de cette façon-là aussi. Ça exact. doit servir d'indicateur en disant, bah voilà, là, machin s'est arrêté parce qu'il est en burn-out, etc. Qu'est-ce qu'on doit revoir? Mmh. Qu'est-ce qui a contribué à ce déséquilibre? Qu'est-ce Mmh. qu'on doit revoir pour que ça ne se reproduise pas? Mmh. Ça doit toujours servir à quelque chose. Ça doit pas être, ça y est, t'as été en burn-out, donc t'es marqué au fer rouge, t'es celui Non. à qui on va pas parler, et puis on t'isole parce que bon, Mmh. tu montres, finalement, tu es celui qui montre la vulnérabilité ou la faiblesse d'un système. Mmh. On doit pouvoir en tirer quelque chose. Ça doit nous permettre de grandir dans le Mmh. management et dans Tout à fait, ouais. l'organisation du travail. Grâce au burn-out de Ouais, machin, c'est on ça, a mis ça en place et depuis, ouais, absolument, ouais. absolument. Et d'ailleurs, c'est valable, d'ailleurs, je le dis quand même, pour une personne qui n'est pas allée jusqu'au burn-out d'ailleurs. Oui, Ça oui, peut s'appliquer avant ça, en disant: «Non mais c'est pas possible, là il faut qu'on change quelque chose» et grâce, à ce qui s'est passé, grâce à ces premières alertes, on va pouvoir en ressortir plus fort. C'est un comportement antifragile. C'est un oui, 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 comportement qui c'est ça. dit: «On a un choc, on apprend du choc et on en ressort plus fort». C'est ça Oui, une oui, entreprise. oui, c'est ça. Plus vous laissez des symptômes de burn-out persister dans votre entreprise, plus vous fragilitez votre entreprise, hein, très clairement. Hein. Oui, oui, plus on Plus elle laisse, devient fragile. on fait comme si on n'entendait pas et on voyait pas les signaux faibles et on dit, mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça, La ça va passer. méthode Coué, Mmh. on est sûr qu'on va dans le mur parce que ce Mmh. qu'on n'a pas vu et ce qu'on n'a pas réglé, ça va nous être servi en x10, hein, la fois Mmh. d'après. Donc, Mmh. moi, je préfère prévenir avec des petits signaux et de dire, OK, là, il s'est passé ça, comment on fait pour réorganiser autrement? Je suis d'accord. Je suis Ouais. complètement d'accord. D'ailleurs, pour reboucler, hein, si quelqu'un fait un burn-out, c'est l'occasion de mettre en place ce qui va prévenir les burn-out. Et Exactement, voilà. Parce exactement. qu'il y en aura d'autres, c'est sûr. Si on ne fait rien, il y en aura d'autres, c'est C'est certain. sûr. C'est certain. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as peut-être des choses à ajouter ou quelquefois, tu vois, c'est à la fin on aime bien conclure avec peut-être 2-3 outils ou pratiques vraiment qui te paraissent essentiels. S'il fallait résumer, ce que tu conseillerais à un manager. Moi, ce que je conseille, c'est d'arrêter d'avoir peur et plutôt d'ouvrir l'œil et de prévenir. Ouais, C'est pas une fatalité. Ça peut vraiment s'accompagner. L'important, je vais vraiment plutôt dire ce qui marche dans les entreprises qui vont bien, où les gens vont bien et font pas de burn-out et sont pas en souffrance, c'est des entreprises où on sait célébrer ce qui marche. ouais. On va célébrer ensemble. On Mmh. va créer des moments de convivialité. C'est en disant, bah waouh, là on a déchiré, c'était super. Ou bien là, ce dossier-là, c'était vraiment un bâton de, mais on Mmh. s'en est sorti. Mmh. Donc c'est vraiment d'attraper toutes les occasions de pouvoir célébrer ensemble, donc de créer un collectif qui marche. Mmh. D'autre part, c'est un collectif qui va bien, c'est des collectifs où pour tout le monde, on se reconnecte à ses sensations. Donc c'est pas juste être dans sa tête et se dire mais non mais ça va, oui mais c'est pas grave, je suis fatiguée, etc.
quelles sont mes sensations? Comment je me sens? Est-ce que, tiens, j'ai des brûlures d'estomac? J'ai mal au dos? Non, c'est pas la saison de la brûlure d'estomac, etc. C'est qu'est-ce que ça raconte? Et c'est pas non plus, non mais c'est normal. Oui. Je suis un chef d'entreprise. Non, mais c'est normal, je suis un manager. Tous les managers et les chefs d'entreprise ont mal au bide. Ou bien ils ont des problèmes cardiaques, ou ils font de l'hypertension. Mais non, mais non. Non, on n'est pas, voilà, travail ne va pas avec souffrance, hein. C'est un lieu d'épanouissement. En France, c'est un concept qui est difficile à intégrer, que le travail, c'est pas forcément de la souffrance. Ouais, ça c'est plus difficile, mais se reconnecter à ces sensations, parce qu'on sait que quand on est heureux au travail et que ça va bien, on va performer plus, Vraiment. on va avoir ce sens de la contribution et d'avoir quelque chose à faire. Donc voilà, d'être capable d'identifier ses besoins, d'accepter les émotions, etc. Et puis de créer vraiment, de travailler ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire de laisser de la place à la parole, de laisser de la place aussi d'écouter les collaborateurs, parce que eux, ils sont sur le terrain. Donc, ils sont capables, il faut qu'ils fassent remonter l'information en disant, depuis qu'on a installé le nouveau système, c'est pas super, là, ça va pas. Et on va pas dire, oh là là, ils sont réticents au changement. Non, ils ont quelque chose d'une intelligence du travail qu'il faut entendre. Donc ça, c'est vraiment une entreprise saine. C'est une entreprise où la parole, elle est libérée sur la question du travail. Il faut arrêter de penser que certains sont des emmerdeurs et d'autres des gentils qui disent rien. Quand les fameux emmerdeurs, ils disent des choses parce qu'ils ont envie de bien travailler. Ils ont envie que le travail se fasse bien. Donc eux aussi, c'est des personnes qui sont intéressantes à entendre. Et ça, c'est une entreprise qui est saine et qui fonctionne bien, vraiment. Donc, de se reconnecter à ces sensations, de pas les minimiser, d'avoir un espace de parole qui est suffisamment large sur le travail, hein, bien sûr, et de célébrer les choses. Ça donne un collectif qui est fort, où les gens prennent soin les uns des autres. On est sûr d'avoir un terreau super pour éviter burn-out, souffrance au travail et tout le tintouin. Ouais. Et puis moi, je dirais même que c'est un cercle vertueux, parce que finalement, ce sont les entreprises qui performent. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, écoute, c'était comme d'habitude super intéressant et puis très exhaustif. J'espère que ça vous aura donné des clés d'action et puis surtout une attention renouvelée à la fois sur vous-même et à la fois sur vos collaborateurs, parce qu'il peut en sortir que du bon. Oui, et surtout sur vous-même aussi. C'est ça que j'ai oublié de dire et qui me revient. C'est bien de regarder les autres, mais ce que vous voyez pour les autres, appliquez-le vous à vous-même. Prenez des temps, organisez votre temps et votre énergie. Prenez soin de votre niveau d'énergie. Faites des choses qui vous redonnent de l'énergie plutôt que simplement en manger constamment et de se retrouver avec quasiment rien dans ses batteries. Super, je te remercie infiniment. Merci beaucoup Cédric, j'ai grand plaisir à discuter avec toi. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère aussi que ça t'a convaincu que c'était un sujet hyper sérieux auquel on est forcément confronté une fois ou l'autre dans notre carrière, à titre individuel ou à travers nos collaborateurs, et je pense que la période est spécialement propice à ça. C'est pour ça que je t'ai préparé une suite de mails spécifiques sur ce sujet. En fait, mon but, à travers cette série de mails, c'est de voir comment le système de management que tu vas mettre en place va te permettre de détecter les signes avant-coureurs de burn-out chez tes collaborateurs, mais aussi te permettre de mettre en place un système d'organisation personnelle qui va te permettre, toi aussi, de te protéger du burn-out. Donc c'est très simple, il suffit que tu cliques sur le bouton qui est juste en dessous, et cette suite de mails s'appelle « Stop le burn-out ».